CML, monsieur, dame, bonjour. Alors, en quoi et comment l'accord signé entre le Rwanda ainsi que la RDC, sous l'égide des États-Unis, constitue une avancée majeure dans la recherche de voies et moyens de mettre fin à plusieurs années de guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Monsieur Alain Bolodjo est notre invité. Il va répondre à cette question aussi. Vous le savez, dans une interview accordée justement au journal Jeune Afrique, le ministre des Affaires étrangères rwandaise a précisé que la levée de leurs mesures défensive est conditionnée par la neutralisation de FDLR. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'a-t-il voulu passer comme message exactement? Alors, je rappelle aussi, pour rappel, je rappelle que la ministre des Affaires étrangères congolaise, elle, a rendu visite justement au président de la République pour lui remettre le rapport original conclu la semaine dernière entre la RDC et le Rwanda, justement, aux États-Unis. Alors, je l'ai dit, c'est avec M. Alain Bolodjo que nous allons réfléchir disposition par disposition, car au total, elles sont à 9. Pour voir l'impact positif ou négatif justement de cet accord signé depuis 2 jours déjà. Alors, monsieur Alain Bolodjo, bonjour et bienvenue à vous dans cette émission. Bonjour à vous, madame. Bonjour à tout le monde. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Très bien. Accord RDC-Rwanda, en quoi, je le dis, cela constitue de voir, enfin, on va dire, en quoi et comment cet accord constitue une voie ou un moyen pour mettre fin justement à plusieurs années où on va parler de décennies de guerre dans la partie est de la RDC. Oui, bien que votre question soit bien formulée, elle devait plutôt être adressée à ceux qui l'ont signé. Parce que moi personnellement, je constate que il y a trop d'ambiguïté, il y a un problème de perception, il y a un problème de modélisation, il y a un problème d'analyse. Parce que en réalité, nous devons procéder par des méthodes de contingence. Il y a beaucoup de variables explicatives et surtout de variables aléatoires qui ont tendance à justifier la crise. Je voudrais d'abord nous convier à analyser le comportement du gouvernement ou de l'État congolais en interne. Lorsque M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir, il a eu à traiter sur la question, la grande crise qu'il y avait entre nous et le Rwanda. Et dans l'une de ses déclarations, il a dit clairement que lui adoptait plutôt une approche de rapprochement. C'est-à-dire qu'il préférait négocier avec le Rwanda, avec l'Ouganda, justement pour juguler la crise. Parce qu'il pensait que l'attitude du Rwanda se justifierait du simple fait qu'il y aurait des gens qui menaceraient son intégrité territoriale et sa sécurité. C'est comme ça que à Goma, si je ne m'abuse pas, il était reçu en interview par Françoise Bouela et Christian Lusakweno. Il a dit: pourquoi incriminez-vous le Kagame et Museveni dès lors que nous savons que la crise elle est transversale, il fallait tenir compte de leurs revendications. Nous détenons dans notre pays de personnes qui insécuriseraient leur pouvoir et donc naturellement, il ne fallait pas aborder ça. Et c'est comme ça que dans son modèle, il a proposé l'exploitation de nos ressources ensemble. Une coopération. Il a insisté sur la coopération de nos services pour que nous arrivions à y mettre fin. L'un de ses conseillers, je crois c'était son conseiller spécial sur des questions de sécurité, a dit qu'on va défier le monde. Nous allons travailler avec le Rwanda et nous allons défier le monde. Un autre conseiller a dit: nous n'avons pas le choix que de transacter avec le Rwanda. Et en dernier, sur la liste, il y avait M. Fortina Bisselele qui a dit que le Congo avait des ressources, mais il faudrait travailler avec le Rwanda, il fallait transacter avec le Rwanda pour que nous arrivions à mettre en valeur notre fort potentiel, d'autant plus que le Rwanda a les carnets d'adresses.
Je crois que si nous partons de cette base-là, nous allons comprendre que nous sommes dans cette logique, dans ces fameux accords. Monsieur Félix Tshisekedi est allé vers les États-Unis. Et dans leur communication, ils ont insisté sur un fait. Minerai contre paix. C'est-à-dire, nous avons de forts potentiels qui intéressent le monde, mais nous avons aussi besoin de la paix. Là, c'est avant que le Rwanda entre en jeu. Non, le Rwanda était déjà là. Mais lui est parti pour solutionner le problème Rwanda et RDC, d'après sa démarche. Fort malheureusement, arrivé aux États-Unis, on lui renvoie le premier schéma qui était de faire bénéficier au Rwanda pour que nous soyons en paix. C'est dans ces cadres précis que l'accord a été signé. C'est-à-dire, pour M. Félix Tshisekedi et pour le Rwanda, il fallait mettre fin à la crise. Et dans cette crise, la raison majeure, bien que étant des justificatifs fallacieux, mais la raison majeure, c'est la présence des FDLR. Parce qu'en 1994, après l'assassinat du président Habyarimana, ils ont créé un système d'entonnoir pour déverser les Interamwe, les FDLR et la population rwandaise, essentiellement Hutu, chez nous. Nous avons refusé. Et en refusant, il y a une forte pression du secrétariat général des Nations Unies, de secrétaire d'État américain. Et puis, il y avait le président français. Ils ont fait pression sur le gouvernement de l'époque. Parce qu'ils voulaient assez que nous recevions toute cette population-là. Et cette population était essentiellement armée. Il lui fallut 2 ans, après le renversement d'Habyarimana, il lui fallut 2 ans pour que nous ayons l'AFDEL. Cette alliance qui a été constituée essentiellement par le Rwanda et l'Ouganda, les autres pays ne sont venus qu'en appui, avait pour viser de poursuivre les FDLR. Ça, c'était officiel. Mais en réalité, ils avaient l'intention de renverser le pouvoir de Mobutu et d'instaurer un nouvel ordre politique pour justement garantir les intérêts des États qui leur ont envoyés en mission, parce que c'était une mission qui a été conçue bien avant, mais en même temps, de renforcer le velléité expansionniste du Rwanda et de l'Ouganda. C'est ça l'origine de la crise que nous avons aujourd'hui. Donc, ils sont venus en renfort, au fait, à ce que prévoyait le Rwanda depuis, quand vous parlez des... Non, mais effectivement, le problème, c'est que si nous analysons de manière séquencée les faits qui sont aujourd'hui, il nous sera difficile de comprendre le schéma qui existe en réalité. Ce n'est pas parce que ces populations avaient besoin de l'hospitalité ici en RDC, choisi comme justement ces pays... non, mais bien évidemment, c'est ça la présentation, c'est ce qui est présenté. Mais en réalité, ils ont créé un système d'entonnoir justement pour justifier la désarticulation de notre système de défense et faire avancer la vision qui consistait à déstabiliser le gouvernement de l'époque et à changer l'ordre politique. Déjà au départ, l'AFDEL en venant n'avait pas l'intention de faire de Laurent Désiré Kabila président de la République. Vous comprenez? Il y avait un rwandophone qui était préparé. Heureusement pour nous, Laurent Désiré Kabila ayant fait déjouer leur stratégie, il s'est autoproclamé président de l'AFDEL. C'est comme ça que la donne avait un peu basculé. Ils ont organisé l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Ils ont favorisé l'avènement de Joseph Kabila parce qu'ils pensaient que Joseph Kabila étant faible, ils pouvaient le manipuler à souhait. Ils ont commencé à désarticuler notre armée, notre administration, en nous imposant d'aller au dialogue. Le dialogue intercongolais où nous avons reconnu un certain nombre de droits aux rwandophones. C'est dans cette logique que nous sommes aujourd'hui. Mais en même temps, le Rwanda qui a eu à gérer le Congo, avec, dans le cas de l'AFDEL,
n'a jamais neutralisé le FDLR. C'est-à-dire que le Rwanda maintient le FDLR pour justifier sa présence au Congo. Ouais. Donc, ça a commencé bien avant et ça continue. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour M. Félix Tshisekedi et son fameux gouvernement, ils pensent que si aujourd'hui nous signons des accords, nous acceptons de neutraliser les FDLR, cela va tordre le cou aux intentions du Rwanda. Alors qu'en réalité... C'est une façon de déjouer justement leurs intentions. Non, mais le Rwanda sait. Le Rwanda sait. Pour la RDC d'accepter justement la neutralisation des FDLR, ce ne serait pas pour déjouer les intentions du Rwanda? Non, le Rwanda... Qui maintiennent justement ce groupe rebelle. Madame, si vous le savez, sachez-le très bien que le Rwanda sait ce que le gouvernement pense vouloir faire. Le Rwanda sait que le gouvernement veut tordre le cou à cet alibi de FDLR. Mais en même temps, le Rwanda sait que même si on neutralisait les FDLR, il doit substituer la raison des FDLR par une autre raison plus plausible qui pourrait éventuellement permettre à ce que le Rwanda intervienne chez nous. C'est ça l'intelligence qu'il y a derrière cette démarche. C'est-à-dire, nous allons neutraliser les FDLR, mais quel est le moyen de substitution? Le moyen de substitution, ce sont les frustrations, ce sont les revendications de rwandophones chez nous. Alors voilà pourquoi ils disent, ils sont prêts à écarter l'option des FDLR, mais ils doivent intégrer dans notre système une autre question pour justifier son intervention. C'est comme ça qu'ils mettent l'accent sur le retour de ceux qui sont représentés comme des réfugiés. En ce moment-là, on quitte la question des FDLR, on aura maintenant une question identitaire. C'est cette question identitaire qui ressort dans le fameux accord qu'ils ont eu à signer maintenant. Lorsqu'on va déverser des gens chez nous, et après, il y aura des frustrations, parce que vous savez, la question rwandophone est sensible pour la plupart des Congolais. Ils vont être déversés chez nous, ils auront la possibilité d'avoir accès à nos terres et ainsi de suite. Ils vont préparer les réactions de la population et en ce moment-là, le gouvernement sera astreint à neutraliser tous ceux qui auront à mettre en mal l'application de cet accord pour apparaître un bon élève au niveau international. En ce moment-là, comme le gouvernement ne sera pas en mesure de neutraliser cette question, eh bien, le Rwanda dira, voilà, je viens maintenant intervenir pour défendre les rwandophones qui sont victimes, et cela est couché dans l'accord. Ça, c'est un autre aspect. Deuxième aspect, c'est sur le plan économique. Sur le plan économique, le Rwanda sait pertinemment bien qu'au regard de cet accord, parce que cet accord, c'est le premier texte formalisé. Mais la démarche de Félix Tshisekedi n'était pas dans ça, en fait. La démarche de Félix Tshisekedi était minerai contre paix. Entre lui et les États-Unis. Entre lui et les États-Unis. Mais dans cet accord-là, qui est attendu, il y a les intérêts du Rwanda qui sont repris là-dedans. Alors c'est le médiateur qui a joué ces jeux. Non, mais bien évidemment, parce que le médiateur est à l'origine de la première crise, telle qu'énoncée. Je vous ai dit que la crise a commencé par là. C'est-à-dire que si Kagame aujourd'hui est président, c'est parce que justement il a été recruté pour faire les sales besognes. C'est lui qui a préparé les terrains de la déstabilisation de l'État. C'est lui qui a agi en amont. Et donc, ils sont en train de se préparer. Mais si vous prenez sur le plan économique, c'est vrai, nous avons les zones d'intérêt commun. Par exemple, le lac. Dans le lac, il y a les gaz. Et ces gaz devaient en réalité être exploités par tout le monde. Et le débat a commencé il y a bien longtemps. Nous avons eu à faire ces genres de débats. Nous avons eu à échanger longuement sur cette question. Il fallait mettre en place des mécanismes, mécanismes conjoints pour l'exploitation de ces gaz. Il y a aussi un problème par rapport à la gestion de parcs. Voyez-vous, nous avons démontré ici que le Rwanda profite aussi de la guerre pour conditionner le dépeuplement de notre parc à certaines espèces rares, justement pour qu'à ces niveaux-là, qu'ils puissent en bénéficier en termes de visite. Voyez-vous, en termes de tourisme. Ils ont travaillé dans ce sens. Mais maintenant, là, il y a un autre élément.
le problème de la certification de matières précieuses. Les États-Unis veulent assez que nous mettions en place des mécanismes conjoints pour que, ensemble avec le Rwanda, nous puissions bénéficier de la chaîne de valeur de nos minéraux. Ce qui sous-entend quoi? On renforce ce qui a été dit dans l'accord d'Addis Abeba, de Nairobi. Dans l'accord de Nairobi, on avait reconnu on avait exigé à la République démocratique du Congo de considérer les accords ou le contrat déjà signé. L'État congolais avait signé des accords d'exploitation de certaines matières, notamment Sakima. Il y a d'autres accords qui doivent être signés, justement pour permettre à ce que dans chaque exploitation, que le Rwanda arrive à trouver gain en termes de dividendes dans cette exploitation. Ce qui fait que dans la démarche des Américains, ils vont signer des accords avec l'État congolais dans le cadre public et privé. Toutes ces exploitations-là doivent impérativement participer dans le financement du développement du Rwanda. Mais pour le présenter, il le présente dans le sens de l'intégration régionale ou le développement de la sous-région. Donc voilà comment ils ont eu à structurer leur démarche. Je voudrais intervenir maintenant par rapport à cette question, l'aspect sécuritaire dans l'aspect économique. Dans l'aspect économique, d'abord, M. Bolodjoa, ce n'est pas une façon d'introduire aussi une grande transparence. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont de minerais qui étaient exploités de façon illégale et aussi il n'y avait pas de la transparence là-dessus. Cette question vient aussi justement traiter cette problématique. Voilà pourquoi je voudrais faire une analyse juxtaposée les deux questions, parce qu'il y a d'autres intervenants dans cette question-là. Nous avons parlé, je crois, une fois ici, de l'accord qu'il y a entre l'État congolais et une entreprise privée qui s'est chargée de la sécurisation de zones. Nous avons parlé de Blackwater, cette entreprise paramilitaire. Dans cet accord, l'intention est de sécuriser les sites d'exploitation des Américains et garantir l'avènement d'autres entreprises qui auraient l'intention de venir au Congo. C'est cette entreprise qui va s'occuper de cette sécurisation. En même temps, cette entreprise va aussi travailler au niveau de nos frontières pour réduire de manière drastique les exploitations illicites. Voyez-vous, les exploitations illicites de nos minéraux. Alors, si nous devons nous questionner, quelles sont les entreprises rwandaises qui exploitent chez nous? Une seule entreprise qui exploite chez nous. Il n'y en a pas. Vous savez comment le Rwanda arrive à récupérer nos matières? Par le rachat. Voyez-vous, nous avons dans notre code minier autorisé l'exploitation artisanale. Et c'est sur base de ça que les criminels en profitent. C'est-à-dire, ils vendent illicitement, ils exploitent illicitement, ils exploitent légalement nos ressources, mais ils exportent illicitement. C'est-à-dire qu'il y a un problème de traçabilité. C'est comme ça qu'au niveau du Congo, nous avons créé des systèmes de protection de nos intérêts, justement pour évaluer et certifier nos ressources. On a créé des structures justement pour faire le suivi, pour permettre à ce que nous atteignions cet objectif de savoir le volume et la teneur de toute production qui s'effectue chez nous. Mais ces mécanismes-là seront surplombés par le système de défense des Américains. Et justement parce que dans cette démarche des intérêts croisés économiques, il y a une guerre ouverte entre la Chine et les États-Unis. C'est-à-dire la Libye économique, c'est justement pour permettre au Rwanda de tirer dividendes, mais en même temps d'empêcher à ce que ces réseaux-là qui l'alimentaient et qui permettaient aux Chinois d'échapper au contrôle, que cela soit stoppé, pas seulement pour les Chinois, mais aussi pour permettre à ce que les Américains aient une mainmise sur l'exploitation de manière globale. En ce moment-là, le Rwanda ne va pas perdre.
C'est-à-dire, on lui permet de gagner formellement ce qu'il gagnait. Parce que si on bloque les Chinois, on va bloquer aussi le Rwanda. C'est-à-dire que tout calcul fait, tout raisonnement rationalisé, vous allez vous rendre compte dans ces schémas, nous ne sommes pas un enjeu en fait. Nous sommes victimes d'une sorte de cabale. Mais fort malheureusement, de notre côté, ce n'est pas la question qui intéresse le gouvernement. La question qui intéresse le gouvernement, c'est comment faire pour profiter de la situation en vue de se maintenir au pouvoir. Mais alors qu'en réalité, s'ils étaient entrés en profondeur de la question, ils allaient se rendre compte que nous sommes les dindons de la farce. Ce n'est pas nous qui sommes en jeu, c'est notre sous-sol. C'est la guerre entre Chine et États-Unis. Ce sont les intérêts. Le Rwanda, comprenant le système, il a poussé notre gouvernement à la faute pour lui permettre cette fois-là de tirer l'épingle du jeu. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes mal partis. C'est vrai, on va exploiter le gaz ensemble parce que c'est une zone d'intérêt commun. C'est vrai. C'est vrai, on peut faire intervenir dans une faible mesure cette coopération entre nous et le Rwanda par rapport à la gestion du parc. Mais il y a possibilité que chaque pays puisse gérer sa partie. On n'est pas obligé de co-gérer ensemble. Il suffit seulement que nous sachions mettre en place des dispositifs de défense et de sécurité pour que cela ne préjudicie pas l'autre partie, mais chacun peut le faire. Nous l'avons fait pendant plusieurs années. À l'époque de Mobutu, on a eu à exploiter nos parcs. Le Rwanda a fait de même, mais cela n'a pas nécessité qu'il y ait la mise en place d'un mécanisme conjoint. Pourquoi maintenant? Parce que le Rwanda veut tirer la couverture de son côté. Et donc, parce qu'il faut aussi faciliter les relations entre les deux pays voisins qui ont toujours une relation tendue. Madame, je pense que nous n'avons pas, bon, pas vous, au Congo, nous n'avons pas la même perception des choses. Le Rwanda, nous sommes condamnés à vivre avec le Rwanda comme voisin. Mais nous ne sommes pas obligés d'en faire un pays ami. Partenaire non plus. Non, on n'est pas obligé. Qu'est-ce que nous gagnons du Rwanda en dehors de cet enclavement, de la balkanisation économique? Nous avons détruit notre structure économique pour être dépendants du Rwanda. Ça, c'est nous. Parce qu'aujourd'hui, dans la partie Est, l'essentiel de commerce, de transactions se font avec le pays voisin. Quoi de plus naturel? Parce que ce sont des débouchés. Mais pourquoi il y a une forte dépendance? Parce que justement, ils ont détruit notre tissu économique. Ils ont créé les conditions pour que l'Est et l'Ouest soient de plus en plus éloignés sur le plan économique. Et c'est en ce moment-là on conditionne la partie Est, on renforce la dépendance de la partie Est à l'économie de ces États-là. Mais il y a possibilité de renverser la tendance. Parce que nous pouvons aussi décider de ne pas transacter avec le Rwanda. Nous ne sommes pas astreints. Le Rwanda n'est pas le sel de boucher. Nous avons la possibilité de transacter avec d'autres pays sauf le Rwanda. Oui, mais là, on parle d'un accord de paix. Pourquoi? Parce qu'il n'y en avait plus entre ces deux pays, d'où cet accord de paix, question de ramener aussi la paix dans la partie Est et régler la question de déplacer. Madame, cet accord ne traite pas sur cette question-là. En substance, cet accord traite sur une éventualité de guerre. Ce n'est pas sur la guerre en soi. Ah bon? Cet accord énonce plutôt un autre accord qui va résoudre partiellement la question sécuritaire actuelle. C'est ça la subtilité qu'il y a dans cet accord. Dans cet accord, on ne donne pas la formule pour trouver solution à la guerre qui vous intéresse. Parce que quand vous parlez guerre aujourd'hui, vous parlez AFC/M23. La question AFC/M23 n'a pas été abordée en profondeur dans le dit accord. Pas en profondeur, mais on les a retournés dans les différents processus qui ont vu le jour avant. Non, mais bien évidemment, c'est-à-dire que l'accord actuel n'a pas abordé cette question de manière pertinente. Mais ce qui est vrai, on a énoncé les principes.
Et ces principes ont trouvé comme socle le précédent accord. Et on voudrait assez que ces processus-là aboutissent pour qu'on arrive à greffer le deuxième accord qui sera signé à celui-ci. Donc la vraie solution, c'est dans ces autres processus. Effectivement, et voilà. Non, dans l'accord de non, conclu. dans cet accord, il n'y a pas de solution de paix chez nous. Dans cet accord, ils sont en train d'anticiper sur l'éventualité d'une guerre entre l'État congolais et le Rwanda. Parce que dans cet accord, c'est vrai, dans ce qui est dit à la télé, on insiste sur les crises récurrentes qui ont duré plus de 3 décennies, comme on les chante, mais on n'a pas abordé le problème qui nous assaille aujourd'hui. Vous savez? L'accent est beaucoup plus mis sur la question des FDLR. Non, les FDLR qui justifient les dispositifs de défense installés au niveau de frontières. D'où la présence de troupes rwandaises. Exactement. C'est-à-dire que les Rwandais ne sont pas chez nous dans cet accord. Les Rwandais sont au niveau de la bretelle qui a la ceinture de défense qu'ils ont mis à mettre sur pied. Alors, on leur demande d'enlever. Et eux conditionnent ça par la neutralisation des FDLR. C'est la seule responsabilité du Rwanda. On demande au Rwanda et à la République démocratique du Congo de ne pas soutenir le groupe armé qui pourrait éventuellement insécuriser les deux États. Ça, c'est un terme générique. Parce que nous n'avons pas soutenu un groupe armé qui mettrait en mal la sécurité du Rwanda. Donc, nous sommes dans cette logique-là. Alors, maintenant, pour la communication, on nous dit, non, voilà, c'est un accord de paix pour mettre fin à la crise qu'il y a dans l'Est. Oui. Le Congolais pense que cet accord traite sur la question AFC M23. Justement, pourquoi? C'est faux. Que, selon des explications, il est dit que le Rwanda va retirer ses troupes qui sous-traitent justement l'AFC M23. C'est où? Et une fois que ces troupes... voilà pourquoi on parlerait de l'inexistence justement de l'AFC M23. Genre, ils vont se retrouver perdus et coincés par le gouvernement congolais parce que le Rwanda qui le poussait, le présentait, les mettait en avant et le renforcer avec des outils, des matos, ne le fera pas. Oui, mais dans l'accord, c'est écrit où? Ça, c'est la communication, maman. Monsieur Félix et ses services ont apposé leur signature sur un accord. Nous sommes en train d'analyser l'accord, pas les intentionnalités. Parce que le mal maintenant avec nos amis du pouvoir, ils pensent pouvoir berner tout le monde. On nous dit non, voilà, accord de paix, donc AFC M23, il y aura cessation d'équipement des balles. Madame, tel que nous parlons là, il y a des opérations militaires qui sont en train d'être menées au moment où je vous parle. Le point 1 qui parle de l'intégrité, interdiction des hostilités. Non, interdiction des hostilités, mais donnez le contenu, lisez le contenu qu'il donne. Interdiction des hostilités. Premier point. Le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, des engagements de force, lever des mesures défensives du Rwanda. Et si vous lisez... Et le sous-point 2, voilà. Ça parle de la neutralisation de FDLR. Donc, exactement, c'est ça le contenu. C'est-à-dire on ne parle pas de nos questions à nous. On ne parle pas de nos problèmes à nous. Nous avons un problème avec AFC M23. Mais dans le contenu qu'il donne dans ça, c'est justement le FDLR. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pense que le Rwanda a l'intention de nous attaquer pour justifier, et pour justifier cela, le prétexte c'est FDLR. Alors, on nous oblige de neutraliser les FDLR pour que le Rwanda ne nous attaque pas. Mais dans ces points-là où on parle d'intégrité territoriale, on n'a pas parlé de AFC M23. Et pourtant, notre problème à nous, c'est AFC M23. Mais le problème du Rwanda, c'est FDLR. Donc, sur cette question-là, on ne parle pas de nous. On parle de notre responsabilité à solutionner le problème qui pourrait éventuellement justifier la guerre entre nous et le Rwanda. Et si vous lisez le deuxième point, le deuxième sous-point, le 2I, respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, neutralisation des FDLR. Oui. C'est le même contenu en fait. C'est dans le point 2 qu'on aborde la question de l'AFC M23, mais comme étant groupe qu'il faut désarmer, et on parle de l'intégration justement de ce groupe non étatique.
mais ils sont renvoyés au processus de Doha et de Luanda. Madame, même sur ce point-là, il faudrait très bien lire. Afin de promouvoir une cessation durable de conflits et de réaliser le potentiel économique, vous voyez, c'est ça les raisonnements, le potentiel économique. C'est-à-dire, on parle plus en termes d'argent. Le potentiel économique de la région. Ce n'est pas la région que l'on vise. Oui. On vise le Rwanda. Parce que l'Ouganda n'est pas impliqué directement. Et puis, le parti soutient les négociations en cours. Les partis soutiennent les négociations en cours entre la RDC et l'AFC Bar M23. Le Rwanda n'est pas impliqué. Ici, avec la question AFC M23, on ne parle nullement du Rwanda. C'est-à-dire que le Rwanda n'est responsable de rien. Avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Attention, dans ces groupes armés non étatiques, le FCM 23 n'est pas directement impliqué. Voilà la subtilité qu'il y a derrière ces textes. C'est-à-dire, ils ont créé un flou artistique, justement pour séduire les faibles d'esprit. Mais alors qu'en réalité, si vous lisez, on fait un distinguo entre AFC Bar M23 et les autres groupes armés. Et dans ces groupes armés, ils ont mis en place un plan. Ils vont mettre en place un plan opérationnel pour le réinsérer, le réintégrer. Mais par rapport à AFC M23, la question AFC M23 sera plutôt abordée à Doha. Là, c'est là où on va décider. Les décisions qui sont ici, en termes d'intégration et tout ça, ça concerne les autres groupes armés, hormis la AFC M23. Parce que quand ils vont aller en négociation, ils vont lever des options. Il y aura un accord entre les parties. C'est cet accord qui va constituer l'addendum de l'accord principal. Le sous-point du second point parle de la fin du soutien étatique aux groupes justement armés. Non, mais effectivement, mais après avoir neutralisé les FDLR, après avoir enlevé le mécanisme qu'il y a, ils vont mettre en place des structures justement pour faire le suivi. Il y aura un accord qui sera signé. Après avoir satisfait tout le monde, les États ne doivent plus le refaire. Ce n'est pas maintenant, là, non. C'est après. C'est-à-dire que si toutes les parties respectaient les accords, les dispositions de cet accord, en ce moment-là, ils vont prendre l'engagement de ne plus les refaire. C'est tout un processus, maman. Donc, vous comprenez que dans cet accord, il y a beaucoup de faiblesses. Finalement, c'est un mauvais accord. C'est un torchon. C'est un torchon. Peut-être si on prenait tous les accords, on pourrait savoir si l'État congolais gagne quoi. Mais dans la présentation, c'est un début qui va justement. Ce n'est pas un début. Non, va permettre à ce qu'on aboutisse justement à cette paix durable. Madame, ça c'est une matrice. Tout ce qui se fera par la suite, c'est conformément à cette matrice. On oblige maintenant là, l'État prend l'engagement de dialoguer avec l'AFC M23. C'est une obligation maintenant. Ils doivent dialoguer avec eux. Or, le dialogue, c'est les rendez-vous du donner et du recevoir. Ici, on n'a pas dit au AFC M23 d'accepter tout ce que le gouvernement dit. Non, ils doivent dialoguer. En dialoguant, ils vont obtenir des choses pour abandonner ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils demandent? M23 a pour message, sa première revendication, la cessation de la discrimination contre les rwandophones. Ça, c'est la première matière. C'est dit ici. Et lorsqu'on vous renvoie aux accords de Nairobi, c'est ce qui constitue l'essentiel. Et dans cet accord, on dit il faudrait rapatrier ceux qui sont présentés comme les réfugiés congolais vivant au Rwanda. C'est-à-dire, déjà tel que nous sommes là dans cet accord, AFC M23 a obtenu quelque chose. Ça, c'est une garantie. Le rwandophone doit être intégré. L'État doit veiller à l'élimination des discriminations. Tous ceux qui vont aller à l'encontre doivent être neutralisés. C'est-à-dire, ceux qui sont aujourd'hui présentés comme le Wazalendo, le Mai Mai, deviendront demain les ennemis de l'accord. Ils doivent être neutralisés.
En venant, le M23 va certainement exiger à ce que le poursuite soit abandonné contre leurs dirigeants. Or, notamment les peines de mort vont tomber. Les peines de mort, le mandat d'arrêt international, mandat d'arrêt internationaux, tout ce qu'il y a comme démarche ici doivent être abandonnés pour qu'ils continuent le pourparler. Donc, il faudrait prendre de loi d'amnistie, il faudrait restituer. Ça, ce sont des conditionnalités pour continuer à dialoguer. Mais ça, c'est que eux ils posent justement. Non, mais effectivement. Alors que du moment du côté du gouvernement, on sait que il y aura pas de dialogue avec ceux qui ont pris les armes. Madame, c'est une obligation. L'État s'est engagé. C'est une obligation maintenant là. Ou autrement, il y aura cet accord avec le Rwanda, mais l'Est de la RDC ne retrouvera pas sa paix. Oui, mais si le gouvernement s'est refusé d'exécuter fidèlement ce qui est dit dans l'accord, le Rwanda n'aura aucune obligation de respecter sa partie des responsabilités. Voilà pourquoi j'ai dit... Donc, tant que le processus de Doha ne va pas aboutir, pas de fruits, le Rwanda sera d'une certaine façon quitte. Non, mais effectivement, il ne sera pas obligé de respecter l'accord parce que l'accord en fait une obligation. Parce que le Rwanda a eu à convaincre l'opinion internationale et même le gouvernement de Tshisekedi qui n'est pour rien par rapport à l'avènement de FCM23. C'est que l'État demande est conditionné par les FCM23 qui font la guerre réellement. Mais comment justifier les sanctions contre le Rwanda? Quelles sanctions? Non, le Rwanda ne sera pas sanctionné. Non, c'est des sanctions avant justement la mise en place. Non, mais effectivement, parce que le Rwanda était présenté comme un accompagnateur servant de base arrière. Mais après débat, après dialogue, après échange, le gouvernement lui-même a reconnu que le Rwanda était pour rien. Ici, on n'en a pas parlé, maman. Dans l'accord, on n'a pas incriminé le Rwanda soutenant le FCM23. Donc l'agresseur ne s'est pas vu être sanctionné. Les pays n'est plus agressé. Voilà pourquoi je vous dis, au regard de ce qui est écrit de texte de cet accord, nous ne sommes pas en face d'une agression, nous sommes en face d'une rébellion, mais le Rwanda a l'intention d'agresser l'État congolais du fait qu'il y aurait de FDLR chez nous. Si nous ne comprenons pas cet aspect de choses, nous sommes perdus. Parce que, nous l'avons dit ici, le Rwanda s'est préparé à faire la guerre. Mais la guerre n'est pas encore faite. Le Rwanda et le Congo se sont entendus de neutraliser la Libye, de faire la guerre. C'est-à-dire les FDLR. Ils seront traqués, ils seront démobilisés des armées, ils vont être réinsérés certainement chez eux, avec les réfugiés rwandais qui sont ici chez nous, qui vont être rapatriés. On va rapatrier les réfugiés congolais qui seraient au Rwanda chez nous. En ce moment-là, on trouve la solution au problème, la raison du Rwanda. Mais après, il faudrait maintenant trouver des solutions aux problèmes congolais. Et dans ces problèmes congolais, il y a notamment FCM23. Mais selon le ministre Julien Paluku, les FDLR ont déjà été rapatriés au Rwanda, mais seulement que c'est devenu comme un jeu pour le Rwanda de le réinjecter non, mais bien évidemment, au Congo. Bien évidemment, le gouvernement Tshisekedi, en 2019, 2020, même avant d'être en désamour avec Kagame, ils ont mené des opérations conjointes, cherchant à décapiter la tête des FDLR. Ils ont eu à éliminer plusieurs autres officiers. Mais ceux qui sont là, dans la plupart des cas, ce sont des jeunes qui n'ont pas été à la base des génocides au Rwanda. Mais ils sont pourchassés justement pour justifier. Donc vous estimez que cet accord vient plutôt créer des problèmes à la RDC plutôt que d'apporter des solutions? Exact. Exact. Aujourd'hui, ça peut apparaître comme solution pour certains, mais c'est plutôt un problème parce que on est en train d'être conditionné à assouvir tous les appétits gloutants ou les besoins existentiels du Rwanda. Le gouvernement a lu et a posé sa signature, ça veut dire qu'ils ont pris connaissance du contenu. Madame, vous savez que, je ne sais pas si vous avez souvenance d'un compte rendu du gouvernement où ils ont statué sur cette question.
vous qui êtes journaliste, avez-vous au moins une date où le gouvernement a rendu le contenu de sa rencontre, de sa réunion par rapport à cette question? Ça a été débattu en Conseil des ministres. Non. Est-ce que notre Parlement doit-il être informé à la fin ou pendant qu'on est en train de négocier? Apparemment, ça c'est un accord privé. Ça c'est un accord Tshisekedi. Ce n'est pas un accord en réalité. Il n'a pas respecté la Constitution. Non, il n'a rien respecté en fait. Ça c'est un accord Tshisekedi. C'est vrai qu'ils ont eu à travailler. Accord Tshisekedi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire c'est un accord qui concerne la personne Tshisekedi, qui entre dans un réseau mafieux, et voilà, pour chercher à protéger ses intérêts, et il a voulu nationaliser sa démarche. Mais en réalité, un État sérieux ne peut pas signer ce genre d'accord. Donc, devant cette réalité, nous constatons que nous sommes perdants. Économiquement, il y aura des investisseurs, M. Alain Bolo. On peut avoir les investisseurs sans nécessairement signer ce genre d'accord. On n'est pas obligé de signer ce genre d'accord pour avoir les investisseurs. Il était question de paix aussi. Non, mais parce madame, que les investisseurs ne veulent pas venir ne peuvent investir que là où il y a la paix. Oui, mais la paix ne veut pas dire AFC M23. Avant AFC M23, les Américains ne sont pas venus directement en masse pour exploiter chez nous. Alors aujourd'hui, ils viendront en coopération. Mais voilà pourquoi je vous dis, les Américains sont en train d'exploiter chez nous, même pendant la période de guerre. Alpha Mining, à Walikale. Kibali Mining, en Ituri. Et à Otuele. Il y a des gens qui exploitent. Il y a des Américains qui exploitent chez nous. Ils sont là. Ce n'est pas ça la raison. Le problème, c'est que les intérêts américains, ici, nous ne parlons même pas en termes d'Amérique en tant qu'État. Mais les intérêts américains, c'est-à-dire les réseaux qui en profitent, ont conditionné Félix Tshisekedi à accepter pour leur permettre d'avoir plus d'intérêts. Parmi ces pays, madame, s'il vous plaît, parmi ces entreprises, il y a certaines entreprises qui ont été présentées comme des entreprises soutenant le groupe armé, qui financeraient l'exploitation illicite de nos ressources et qui sont bénéficiaires de cet accord, alors que l'État nous les a présentés comme des gens à poursuivre en justice. On vous a parlé de Apple, on vous a parlé de Microsoft. Ce sont eux qui ont créé les conditions pour que nous ayons cet accord. Ce sont eux qui soutiennent l'économie ou l'exploitation illicite de nos ressources. Mais ce sont eux en même temps qui soutiennent cet accord. C'est-à-dire que vous comprenez que nous avons été bernés, nous, peuple congolais. La seule personne au Congo qui va gagner de cet accord, c'est la personne de Félix Tshisekedi. Il pense que s'il signait cet accord, il serait en bon terme avec les Américains. C'est tout ce qu'il y a. Voilà pourquoi vous constatez, l'essentiel des opposants n'en parlent pas. Ils soutiennent l'idée de l'accord, tout en sachant qu'il y a beaucoup de pièges dans le dit accord. Mais le fait seulement qu'ils veulent être en bon terme avec les ambassades, et surtout l'ambassade des États-Unis, ils ont préféré soutenir l'accord tout en condamnant par ailleurs en dehors des médias. Donc c'est là le plus grand problème. Nous avons la responsabilité de conscientiser notre peuple, de faire large diffusion de cet accord, d'expliquer le point faible de cet accord et la dangerosité du processus tel qu'enclenché par M. Félix Tshisekedi. Très bien. Vous êtes en direct de Semaine 13 Télévision. Monsieur Da, merci pour votre fidélité. Merci pour la confiance que vous réitérez à votre magazine CML chez vous. Nous sommes en direct des antennes de Semaine 13 Télévision. Sur ce plateau, nous échangeons avec Monsieur Alain Bolo Djoa, président du parti Les BAT, Lèvons-nous et Bâtissons. C'est avec lui que nous sommes en train d'analyser point par point le contenu de l'accord justement entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique dans le prochain jour, justement d'ici le 20 juillet, si ma mémoire est bonne, les présidents Tshisekedi ainsi que son homologue rwandais Paul Kagame s'y rendront aux États-Unis, dont la Maison Blanche justement pour approuver aussi à leur tour cet accord. Alors, Monsieur Bolo Djoa, pour vous, ça serait une façon de brader aussi les ressources, comme le disent certaines personnes, on va dire, dans l'opinion.
Bon, je crois que, bien que M. Félix Séké cherchant à se justifier, c'est lui qui était le premier à l'avoir dit, bien que maladroitement. Paix contre minéraux. Ça en dit tout. Paix contre minéraux. Mais comment arriverez-vous à évaluer, à donner une valeur monétaire à la paix pour équivaloir aux matières premières? C'est ça le bradage. C'est-à-dire que c'est une sorte de troc. Vous pouvez, dans une certaine mesure, avoir une idée sur la valeur monétaire de matières premières. Mais la paix est immatérielle, maman. Si on nous avait donné des équipements, on pouvait évaluer. Si on nous avait formés, on peut évaluer. Mais on nous dit paix contre minéraux. Qu'est-ce que les États-Unis ont fait? Ils nous ont mis ensemble avec le Rwanda pour signer un accord. Et cet accord vaut combien? Ça vaut combien d'après vous? Parce qu'apparemment c'est ça la paix, d'après la perception de nos amis de l'UDPS. C'est cet accord qui est paix. Un accord de combien de pages? Quelle est la valeur monétaire de cet accord? Tout le monde peut l'estimer à sa guise. On peut dire, voilà, et cet accord équivaut à 15 ans d'exploitation. Mais qui a certifié la valeur de ce que vous appelez paix? C'est personne. C'est ça le bradage. On vous dit, non, voilà, minerai contre paix. Mais personne ne peut évaluer la valeur de cette paix. Et à la fin, ils vont exploiter. Mais en exploitant, il y a des mécanismes qui sont prévus dans cet accord. On va mettre en place un mécanisme de surveillance ensemble avec le Rwanda. Comment il y aura circulation de nos ressources pour que nous arrivions à réduire de manière drastique tout ce qu'il y aura comme des effets induits et tout ça. On va essayer de voir le mécanisme d'exploitation conjointe et tout ça. Les États-Unis viendront exploiter. Et dans cette exploitation, il y aura une quote-part qui sera réservée au Rwanda et tout ça. Mais tout ça, ça relève de notre souveraineté, non? On n'a pas besoin de négocier avec le Rwanda. Nous avons un problème de guerre avec le Rwanda. Le Rwanda dit il est en train de traquer les FDLR. Mais pourquoi vous l'intégrez dans la démarche de notre exploitation de minerais? Parce que le Rwanda n'a pas dit qu'il y aurait un problème d'exploitation entre nous et le Rwanda. Pourquoi alors vous venez à apporter des solutions économiques sur une crise qui résulte essentiellement sur la présence des FDLR? Il a chez lui des entreprises justement de transformation. On n'est pas obligé. Nous ne sommes pas obligés. On peut prendre aussi un autre État. Pourquoi seulement parce que le Rwanda a installé des usines de transformation au Rwanda, il faudrait impérativement que nous allions vers le Rwanda. On n'est pas obligé. Non, ils ont déjà des unités de transformation et nous devons... Non, on n'est pas obligé. Alors, s'il a poignardé autrefois, quand il y a eu ces partenariats avec le président de la République direct, ces partenariats économiques entre la RDC et le Rwanda, sans justement l'intervention des États-Unis à l'époque, aujourd'hui, alors qu'il y a accord, pouvons-nous croire au bon sens du Rwanda, ou il faudrait encore continuer à craindre qu'il puisse poignarder encore? Déjà avec la sortie du ministre des Affaires étrangères, où il parle de comment il peut, de la levée justement des mesures défensives qui seraient conditionnées, qui est conditionnée par la neutralisation de FDLR. Madame, ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit. Arrêtons de mystifier certaines choses. Ce qu'il dit, c'est ce qui est écrit. La grande question, pourquoi l'avez-vous signé? Si vous pensez que ce n'est pas une bonne chose, pourquoi l'avoir signé? Pourquoi l'avoir signé? Pourquoi il se cramponne là-dessus alors que... Non, mais justement parce que... Il y a plusieurs dispositions justement dans cet accord. Non, mais c'est ça l'essentiel pour eux. En dehors de la question des FDLR, ils n'ont aucune autre responsabilité. Aucune autre responsabilité. Ils ont pris des engagements à la longue de ne plus soutenir les groupes armés. C'est ce qui est écrit. Le Rwanda ne va pas faire la guerre contre les AFC M23. Alors la vraie solution, elle, finalement, elle est ici au Congo, entre Congolais. Non, c'est l'État qui doit solutionner le problème
Et vous devez avoir un chef de l'État sérieux, discipliné. Quelqu'un qui travaille pour le compte de l'État avec abnégation. Mais la ministre, avec discipline. Elle a été saluée. On a salué les efforts diplomatiques de Wagner, ministre des Affaires étrangères. Qui l'a salué? Certains Congolais aussi. Et le Rwandais. Et le Rwandais. Les Rwandais sont très contents. Les Allemands également. Mais je pose la question. Vous, Congolais, êtes-vous satisfaits? Parce qu'apparemment, dans ces débats, on a tendance à exclure la population. Non, mais dans le sondage, certaines personnes disent que elle ferait, organisé par elle qui? ferait mieux par les journalistes, oui, moyennant quelque chose, effectivement. Par le journaliste. Ministre ou président de la République. Madame, un jour, cette dame sera arrêtée pour haute trahison. Oh. Je vous dis. Comment ça? Elle doit être appréciée par le journaliste, moyennant quelque chose. Elle est en train de mener une diplomatie agissante en faveur de la population congolaise. Mais madame, d'après vous, le Rwanda a perdu quoi? Dites-moi, le Rwanda a perdu quoi? L'exploitation illicite. Le Rwanda a gagné l'exploitation illicite. Il a perdu. Il ne sait plus exploiter illicitement les biens. Le Rwanda n'exploite pas chez nous, madame. Le Rwanda n'exploite pas. Il n'y a aucune entreprise rwandaise qui exploite. Le Rwanda profitait des exploitations artisanales, justement, pour fournir son marché au niveau interne. Mais cette fois-là, l'État congolais va s'occuper de ça. L'État congolais va commencer à laisser les matières premières ouvertement aller au Rwanda pour être... C'est vous qui avez dit... Mais la traçabilité, justement, il y aura suivi. Il n'y aura pas moyen de duper quant aux revenus, on va dire, aux gains et tout ce qui va s'en suivre. Non, mais il y aura suivi, c'est-à-dire, nous allons permettre au Rwanda d'avoir ce qu'il gagnait, mais en contrepartie, on va gagner en termes d'impôts et taxes. C'est ça, non? Alors, le Rwanda a perdu quoi? Peut-être légalement, il y aura augmentation du volume d'exploitation. Même si on paye des taxes, mais il gagne. Le Rwanda continuera à gagner. Peut-être cette fois-ci, le Rwanda ne va plus utiliser l'argent pour acheter les armes, fournir, créer des gens comme des Nanga, tous ces gens-là. Tout ce qui était consacré pour faire la guerre, ça va payer l'impôt. Le Rwanda gagne. Parce qu'avant, il utilisait des hommes pour créer les conditions de récupérer. Mais cette fois-là, il utilise l'État congolais. C'est-à-dire qu'il recrute l'État pour faire le sale besoin que faisaient les groupes armés. En quoi c'est une perte? En quoi c'est une perte? Si seulement on avait cassé la chaîne d'approvisionnement, on pourrait dire, voilà, le Rwanda n'a plus d'issue, il n'aura plus de matières premières. Mais cette fois-là, c'est l'État qui va amener les matières vers le Rwanda. Madame, vous savez, le mal avec l'État, avec le Congo, nous n'avons pas la capacité d'analyse des grandes questions. Je suis désolé. Moi, le jour où j'aurai le pouvoir, je vais renforcer davantage l'ANER, l'ex-DEMIAP. Je vais faire en sorte que dans toutes les universités, qu'il y ait des structures d'analyse des grandes questions. En ce moment-là, l'action politique va se sous-tendre de l'analyse des experts. Très bien. Avant que Alain Boloja passe à la télé, nous avons des cellules de réflexion. On réfléchit avec des gens de plusieurs disciplines. Nous réfléchissons, chacun essaie d'apporter ce qu'il peut apporter sur le plan juridique, sur le plan sécuritaire, sur le plan diplomatique, sur le plan politique. On analyse, on s'est fait une idée. Quand Alain Boloja passe à la télé, j'ai les éléments d'information de toutes ces analyses-là qui ont été faites. Je crois que c'est comme ça que l'État doit fonctionner. Okay. Ils ont envoyé les membres de la CNS à Doha. 0 politicien. Et l'essentiel de ceux qui font les analyses, qui participent dans les négociations avec AFC M23, l'essentiel sont des non-originaires de la partie Est.
C'est-à-dire que vous n'avez pas les éléments intérieurs, c'est-à-dire la dimension anthropologique de la crise. Vous n'en avez pas. Vous allez échouer. On écarte Bahati. On écarte Kamere. Paluku. Non, Paluku est là. Paluku est là. Ils sont là dans le cadre de mobilisation des jeunes pour intégrer tout ça. Mais ceux qui peuvent apporter un plus dans la réflexion, même Paluku, je doute fort qu'on lui laisse la latitude d'analyser en profondeur et de faire des propositions. On lui dit non, il faut mobiliser les jeunes. Voilà pourquoi ils sont devenus des recruteurs de Ouazalendo. C'est ce qu'ils font en fait. Mais dans l'analyse, comment allez-vous résoudre la question de l'Est qui a une dimension identitaire où on va déverser les soi-disant Rwandais chez nous? Vous savez très bien qu'il y a les Babembe, Balega, Bafulero, Banande, les Bashi. Et dans cette question de l'Est, où parlons des accords, il n'y a pas l'aspect où l'insiste sur la partie de l'Ituri qui est aussi menacée par les ADF. Madame, ici, on parle des intérêts du Rwanda. On ne parle pas de l'Ouganda. Même si on vous dit intérêt régional et tout ça. Parce que la paix, dans sa globalité, ce n'est pas que... Non, on n'est pas en train de rechercher la paix, maman. On est en train de touffer dans l'œuf l'éventualité d'avoir une guerre entre le Rwanda et le Congo. C'est tout. La question de votre paix, on a renvoyé à Doha pour AFCM 23. Les autres questions de Codeco, les autres groupes là, on leur demande d'abandonner parce qu'il y a déjà une... Il y a eu des conclaves qui ont été organisés à Nairobi. Ces groupes-là étaient déjà d'accord pour être démobilisés, réinsérés et tout ça, tout ça. Parmi ces gens-là qui ont pris les armes, ceux qui auront l'aptitude physique nécessaire et tout ça, vont intégrer l'armée. C'est ça, c'est ce qu'eux appellent paix. Mais en réalité, ils n'ont pas abordé la question de la paix au Congo. Très bien. Alors, vivement un dialogue national en RDC pour régler cette question, si et seulement si l'accord n'a pas ramené la paix tant voulue, Madame, le dialogue, lui, le fera. Madame, retenez-les très bien. La situation du Congo devient plus complexe à cause de la signature de cet accord. Non, dites-moi, même si vous vous réunissez ensemble, qui aura le pouvoir d'annuler, de retirer la signature? C'est ce qui ne le fera pas. Le gouvernement ne le fera pas. C'est vrai que dans l'accord, il y a possibilité d'amender, de se retirer, mais il faudrait justifier. Voyez-vous? Donc, moi je pense que le plus grand péché de Félix Tshisekedi, c'est le fait d'avoir pensé être plus intelligent que tous les Congolais. Madame, cette question qui est abordée, les questions qui sont abordées ici, ont été traitées à Addis Abeba. L'accord cadre d'Addis Abeba avait non seulement régionalisé la crise, mais avait apporté des solutions, des mesures de mitigation qui pouvaient trouver des solutions durables. Nous sommes sortis de ces cadres-là. Parce que là, c'était des institutions internationales qui, du reste, sont crédibles dans la plupart des cas. Nous sortons du cadre d'Addis Abeba et nous allons maintenant dans la bilatéralité. Et dans cette bilatéralité, il y a l'intervention des États-Unis qui, du reste, est le parrain de celui qui nous agresse. Et ce qui est grave, on nous renvoie dos à dos avec AFCM 23 où Doha, c'est l'un des poulains des États-Unis. C'est Doha qui bénéficie de l'économie du Rwanda. C'est-à-dire que nous sommes en train de naviguer à vue. Il n'y a pas de boussole. Et pourtant, si on s'accrochait à l'accord cadre d'Addis Abeba, dans cet accord, il était strictement interdit au Rwanda de soutenir le groupe armé. C'est déjà couché. Le Rwanda a posé sa signature devant l'Union africaine, devant le Conseil de sécurité. Parce que sur base de cet accord, il y a eu plusieurs résolutions. Au lieu de rester dans ce cadre multilatéral, il est sorti pour aller dans le cadre bilatéral. Et c'est là où les choses ont semblé nous échapper. Et aujourd'hui, on nous amène un torchon et on dit non, voilà,
c'est un bon accord. Ça va apporter la paix. Qui vous dit que l'accord va apporter la paix? Ce n'est pas l'accord qui apporte la paix. C'est la volonté entre parties. Vous pouvez avoir des accords et ne pas... Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a signé un accord avec, dans le cadre de mariage, il a fait le vœu de fidélité et a engrossé d'autres femmes. Ça, ce sont des pratiques. Signer un document, c'est une chose, mais les respecter en est une autre. Surtout d'un pays qui nous a déjà poignardés ou et qui a eu l'habitude de poignarder. Non, mais qui vous dit que la personne poignardée n'avait pas poignardé avant? Parce que ici, nous avons un spécialiste en retrait des signatures. Quelqu'un qui n'a jamais respecté ses engagements. De l'autre côté, il y a un sanguinaire qui ne respecte pas ses engagements. C'est entre eux. Et pourtant, nous avons pu apporter la paix. Vous savez, de 2014 à 2019, 0 M23. Aucune organisation, groupe armé structuré. Les accords de Kabila. Non, ça c'est... Bon, prenons ça comme ça. L'accord cadre d'Addis Abeba. Il y avait accalmie. C'est vrai qu'il y avait... des actions sporadiques, tout ça. C'est vrai, avec ADEF qui tuait, tout ça, on le sait. Mais il n'y avait pas une rébellion structurée en tant que telle. Le fait seulement que Félix Tshisekedi a abandonné cet accord, est allé dans la bilatéralité. C'est en ces moments-là que les M23 ont ressurgi. 2022. Prenez 2014 à 2022. Ça fait combien de temps? Mais aujourd'hui, on nous dit non, voilà. Non, nous étions déjà dans un processus de cristallisation de la paix. C'est vous qui l'avez brisé parce que vous avez approché le Rwanda, vous lui avez donné droit au chapitre. Reconnaissez que aller vers le Rwanda n'est pas une bonne chose. Fort malheureusement, sur le plan opérationnel militaire, l'État congolais est défaillant. Félix Tshisekedi lui-même l'a dit, que nous n'avons pas été efficaces sur le plan militaire. Voilà pourquoi il va vers les États-Unis pour solliciter son intervention. Et les États-Unis nous ont renvoyés dos à dos pour négocier. C'est-à-dire que nous avons acheté la paix. On n'a pas donné seulement en termes d'argent. On a sacrifié le Congolais. On a sacrifié les victimes. Tous ceux qui ont été fauchés, toutes les victimes ne seront pas indemnisées, n'auront pas droit à la justice. Alors, qu'avons-nous gagné? Qu'avons-nous gagné? Et ce sont les mêmes personnes qui viennent nous ressasser des histoires dormies debout, nous dire, non voilà, vous avez gagné quoi? Il fallait sauver les vies aussi. Pardon? Il fallait sauver des vies, il ne fallait pas continuer de massacre en massacre. De massacre en massacre, on a sauvé des vies comment, madame? Le Rwanda vient tuer chez nous. En attendant que l'accord, justement, l'application de cet accord. En attendant. Mais avant l'avènement de Félix Tshisekedi, il y avait quoi comme situation? C'est lui qui a créé cette situation. Voilà pourquoi je vous dis, le jour où nous aurons un État sérieux, avec un peuple aguerri, des messieurs comme ça devaient être en prison, pour autre raison. Fort malheureusement, tout le monde veut faire comme tout le monde. Nous constatons qu'il y a un dysfonctionnement systémique. La crise ne fait que s'aggraver. Et je suis sûr et certain que demain deviendra plus sombre qu'aujourd'hui. Très bien. D'autant plus que les intervenants de notre côté sont de hauts traîtres, des gens qui ont vendu leurs âmes pour le pouvoir. Au lieu de servir le peuple, ils se servent eux-mêmes pour justement mettre à genoux l'État. Et ça ne restera jamais impuni. Voilà. Très bien, merci beaucoup M. Allaire Bolojwa pour vos différentes analyses. Merci d'avoir décrypté le contenu de cet accord point par point. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique de CMS13 Télévision. On se retrouve demain avec vous, fidèles téléspectateurs de ce magazine, avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.